Les nouvelles générations arrivent aujourd'hui à Paris, cool, bien accueillies par des parents qui sont déjà installés. Alors qu'à l'époque, quand je suis arrivé pour une première fois en France, je connaissais personne. Personne n'était venu m'attendre à l'aéroport. J'étais comme un martien qui venait de tomber sur la planète Terre. Je savais depuis Brazza qu'il fallait se rendre à la place de la République ou au numéro 20 de la rue Béranger. C'est le seul endroit où je pouvais rencontrer des Congolais. Sala za nzezeni za mpese Menga mambulu ni mambwa Ya mwango, ya mutameto Maera mmangue Dès que j'avais aperçu la dame avec le bras droit levé, tenant une fleur à la main en guise de me souhaiter la bienvenue, là, j'étais convaincu qu'enfin, j'étais arrivé à Paris. Plus précisément, à la place de la République, chez Tata Youlou, comme l'appelaient les Congolais à cette époque. Je faisais partie maintenant du décor que j'avais l'habitude d'apercevoir au cinéma, ou soit sur les photos et les cartes postales qui étaient envoyées par des amis. Mais, il fallait arriver au numéro 20. De la rue Béranger. Et bien voilà, le numéro 20 de la rue Béranger. C'était ici, la Mecque, maison des étudiants congolais, ici en France. Un monument qui a été mis en place par le premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou. Je suis arrivé ici en novembre 82, étant qu'aventurier. J'ai été bien accueilli par des amis qui étaient là avant. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'était le jour de la fermeture, une année plus tard. Ça m'avait rappelé un soir au village quand un serpent était rentré dans le poulailler. Allez le Longando. Oui. Eh ben, les Congolais disent que Ntama Waïza. Et comme ça fait un bout de temps que tu es là, pour tout commencer, si je te parle de la Mecque, à quoi ça te fait penser? Moi, la Mecque, c'est un grand souvenir. C'est là où j'ai fait mes débuts. Vraiment, c'est attristé qu'on puisse vendre la Mecque. Parce que vraiment, c'était le point de départ pour tout Congolais qui est arrivé en France. C'est là où on a tout appris. Et vraiment, je suis très attristé pour qu'on puisse perdre cette Mecque.
c'était un coin qu'on pouvait retrouver tout le monde qui était là avant nous. Je suis arrivé en France presque au mois de janvier 72. Le Congo nous avait envoyé ici pour préparer le deuxième Jeux africains qui était à Lagos, Nigeria. Bon, et puis ils nous ont envoyé pour un stage. On a fait le stage. Bon, ils m'ont trouvé que j'étais presque meilleur. Dans ma catégorie, j'étais meilleur. Alors ils ont voulu que je reste. J'ai dit non. Moi, j'ai été envoyé par l'État congolais, par la Fédération congolaise de boxe. Donc, je ne peux pas, parce que après, mes parents vont avoir des problèmes. Donc, comme je ne travaille pas, je suis disponible. Laissez-moi aller à Brazza d'abord, aller aux Jeux africains. Au retour, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me faire appel et je vais revenir. Après les Jeux africains, je suis revenu de nouveau en France. Et donc c'est à partir de là que tu as vécu à la Mecque alors? Oui, c'est à partir de là que j'ai vécu à la Mecque. Pourquoi que j'ai vécu à la Mecque? Parce que le monsieur qui m'a fait appel, le professeur, l'entraîneur qu'on appelle, l'entraîneur, bon, évidemment, bon, il y a eu un certain temps, je ne pourrais plus boxer dans le sens que je n'avais plus d'adversaire parce que j'étais, dans ma catégorie, j'étais plus fort que les autres. Donc, le gars là, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je ne peux plus avoir des adversaires, donc il m'a fait boxer dans une catégorie qui n'était pas la mienne. Et c'est là que j'ai eu une fracture de mâchoire, quand on m'a opéré de mâchoire. Et puis à la fin, il ne voulait plus s'occuper de moi. Maintenant, la meilleure d'Argenteuil m'a envoyé à l'ambassade du Congo pour que le Congo puisse m'expliquer Brazza. Bon, arrivé à l'ambassade a dit, écoutez, monsieur Kimbébé, d'abord, quand tu es venu pour la première fois, tu es à notre disposition, le Congo pourrait s'occuper de vous, mais là, on ne peut pas parce que tu es venu en aventure de nouveau, mais on va te montrer, pour le moment, il y a une maison qu'on appelle La Mecque. Allez là-bas. Si, par exemple, tu vas connaître quelqu'un qui va te prendre, qui va peut-être te prendre, et puis de là, vous allez vous démerder. C'est là que j'ai vécu à la Mecque. L'appartement était uniquement, l'immeuble était uniquement pour les étudiants congolais. Donc la majorité à avoir de près à cette époque, les aventuriers, c'était rare quand même dans l'immeuble. Non, les aventuriers, évidemment, il y avait des aventuriers, mais on ne trouvait pas tellement beaucoup, hein, parce que normalement, il y avait une en bas, il y avait qu'on appelait case, qu'on appelait une maison de passage. Donc c'est là que les aventuriers habitaient. Mais sinon... Au rez-de-chaussée, quoi? Oui, au rez-de-chaussée, oui. Mais sinon, moi j'ai eu la chance parce que c'était l'étudiant qui m'a donné sa chambre. Un étudiant qui était toujours là ou bien qui était justement... Non, il avait fini ses études, il ne voulait pas rendre les clés à l'ambassade. Il m'a dit, écoute, tu es congolais, on te connaît, donc tu as quand même fait quelque chose pour le Congo. Moi, aurait que je rends les clés à l'ambassade, donc je te donne mes clés de la maison, de mon appartement. Et là, il m'a donné ses clés. C'est un grand souvenir. En fait. Et quand on arrivait à peu près ici à République, est-ce qu'on avait la facilité de retrouver là où était située cette maison des étudiants congolais ou bien quand même il fallait avoir quelques tracasseries pour pouvoir se situer? Je vais te dire une chose, tu sais, il y a la bouche de métro là-bas. Tu sais, de l'autre côté là-bas. Ouais. Au bout du jardin, tu vois. Et c'est là où je suis sorti la première fois. J'ai laissé mon sac, j'ai rencontré un Antillais, il y avait un guichet à l'époque, j'ai croisé un Antillais et je lui ai demandé la rue Béranger parce qu'on avait une adresse 20 rue Béranger. Et la rue Béranger c'est à côté quoi. La rue Béranger c'est la rue à côté et il m'a conduit jusqu'à la Mecque.
Et c'est là où, sur la rue Béranger, j'ai croisé des potes comme ça, des Brazza, qui m'ont aidé à venir chercher le sac et puis bon, ils m'ont logé chez eux quoi, les premiers jours. Voilà ya imambwe, oh mama yo, inti ya imambwe. Voilà ya imambwe, oh mama yo, inti ya imambwe. Mais tu sais, la famille africaine, quand tu es étudiant, tu es berger, tu as un espace, tu as de la place chez toi, bon, tu croises un frère qui vient d'arriver, qui n'a personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une place chez toi? Moi j'habitais au 5e étage, chambre numéro 36. Disons au début, beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses, pourquoi? Parce que c'est mon arrivée, c'est avant moi, c'est les étudiants et c'est après les aventuriers comme on dit. Mais en fin de compte, la Mecque, c'était quand même pour nous et pour moi sincèrement un endroit où je me suis épanoui, où j'ai retrouvé toute la famille en fait congolaise. Et cela m'a donné vraiment des ailes pour essayer de faire pas mal de choses en France. Ah oui, mais la Mecque c'était les C'est un coin où en frimait la chaîne. C'était le royaume de Kitendi. Si on parle de la Mecque, c'est à partir de Kitendi. Parce que tous les Kitendistes venaient de la Mecque. Tout le monde. Si tu n'étais pas la Mecque, si tu ne venais pas à la Mecque, tu n'étais pas considéré Kitendiste. Tu faisais pas partie de la religion, quoi. Voilà. Donc, tout le monde qui passait par là. Il faut que tu passes par la Mecque pour être dans la religion Kitendi. Aujourd'hui, s'il y a par exemple la Firenze, qu'on parle de la Firenze, des héros qui étaient avec Papa Wemba, avec Nyerkos, avec moi, c'est fait dans la Mecque. À partir de Mpiako, Moulele, Mazuka, Yanono, Mystère, Jean-Romain, tout ce monde-là engendre les Kitendi. Parce que tous les Kitendistes, qu'ils soient du Zaïre, qu'ils soient du Congo-Brazzaville, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ils passaient par la Mecque. Si tu ne passes pas par là, ah mon frère, dis-toi que tu ne fais pas partie de Kitendi. Ah ouais. Sous une belle saison, l'Afrique entonnait sa mélopée d'amour au beau pays d'Asie. Toi ma belle africaine, aux yeux remplis d'amour, Bolingo, te voici fondre à larmes, rougir tes yeux encore brisés. Les salles de jeu, c'est souvent là où on passait pas mal de moments. On était souvent avec tous les copains, tout ça, on se retrouvait. C'était un rendez-vous ici, là. Même les filles venaient nous attendre ici, là. Salles de jeu, tout ça. Donc c'était pas mal, quoi. En fait, Quand tu rentres encore ici, Deutsch, après 20 ans après exactement, ça te fait quoi exactement de se retrouver encore ici? que ça a beaucoup changé déjà. Et ça me fait quelque chose, c'est vrai. C'est un compte à passer finalement, si je comprends bien, beaucoup de temps. Beaucoup de moments, beaucoup de rendez-vous ici, là, dans le temps. Il n'y a pas que moi, tous finalement, tous ceux qui ont vécu à peu près dans ce coin-là, dans les entre les années 70-80, le plus souvent, ils ont eu des rendez-vous ici dans le coin. C'est dommage que même le mec qui était là, il nous connaissait bien, les Congolais, tout ça, mais voilà, non. Aujourd'hui, personne n'arrive à savoir que les Congolais sont là. C'est dit que en ce temps, nous, c'était les flippers, tu vois. C'était juste le baby-foot, quoi, tu vois. Et là, maintenant, tout a changé, c'est normal. Il y a 20 ans quand même, hein. Ouais, 20 ans, c'est là, bien sûr. Ah oui, hein. Eric Leyer, bonjour. Bonjour, l'homme qui a mangé avec des cafards, il est là. Mais comment te fait-il que tu as mangé avec les cafards, Eric Mais Leyer? les cafards ne vivent pas dans la forêt, les cafards vivent dans des appartements, dans les maisons. Des rats aussi. Et voilà, c'est pour cela que la sagesse oblige de dire que non, l'homme qui a mangé avec des cafards. Est-ce que tu te rappelles réellement du premier jour quand tu es arrivé à Paris, Eric Leyer? Le froid qui m'avait fait peur, déjà.
En patois, je me suis posé des questions en me disant que quand je l'étais au Kobaï des vidéos, c'était comme si c'était le frigo, quoi. Je suis arrivé, je retrouve des rats qui m'avaient d'abord impressionné dans un pays soi-disant développé. Alors que tu les avais déjà, tu croyais laisser les rats en Afrique et tu les retrouves encore justement en aventure. Dans l'aventure, et voilà, ça m'avait fait tilt. Je me suis dit, c'est les mêmes brochettes qui me suivent, qu'on appelle Ngamundele. Quand on parle de Riclé, c'est quelqu'un déjà qui est exposé comme le poulet qu'on vend dans tous les marchés chez nous au Congo, qu'on appelle les Badoula. Donc j'ai un petit nom quand même. J'ai du talent par rapport à ça. Et par rapport à mon petit nom, j'étais connu, où j'ai pas eu du mal de retrouver 20 rue Béranger. Il y avait une ambiance paradoxale. En même temps, ça nous ramenait à une certaine nostalgie du pays. Parce qu'on retrouvait tous les ingrédients qui donnent la nostalgie. Quoi comme ingrédient par exemple? La manière de vivre et de parler et de faire des choses. On était égarés dans ce pays, mais là il y avait la chaleur de notre pays. On s'exprimait par rapport à ce que nous ressentions chez nous. C'est comme si j'étais à Mungali, c'est comme si j'étais à Bakongo, quoi. Il n'y avait rien à dire. C'est chez moi. Est-ce que réellement ça t'a appris beaucoup de choses? Beaucoup. Quoi par exemple? Que l'homme africain, quand il est loin, il respecte l'autre. On avait une vocation, la première des vocations, c'était le respect de l'autre. Le respect d'abord, le respect du plus grand. L'aîné, on le respectait. Et le premier arrivé, celui qui était là le premier, on le respectait déjà. Le doyen quoi? Le doyen, qu'on appelait le doyen, même s'il était plus petit que nous. On nous a toujours parlé de la Mecque, qu'il y avait de l'ambiance, c'est un coin, on retrouvait les sapeurs. Oui, mais la Mecque c'est aussi l'image quand on fait du vrai Congo. Parce que le vrai Congo c'est ce côté aussi superficiel et sérieux du Congolais. En même temps superficiel, pourquoi? Parce qu'on parle de la salle. Moi je peux d'abord m'écarter, je ne suis pas un sapeur d'abord. Moi je crois que le Congolais qui se dit sapeur, il doit d'abord regarder ses propres parents des années 40, des années 50, 60 et 70, comment les parents ils étaient très propres parce que les parents nous obligeaient d'aller à l'école avec des culottes repassées, des pantalons repassés. Avoir de passer une habitude, disons qu'on a acquis depuis l'enfance et... Oui, je crois que moi je le prends comme ceci, je veux dire, l'habit ne fait pas le moine, l'habillement fait partie d'une bonne base d'éducation, point. Mais par contre, Kokoya, on m'a parlé de ta collection de Weston. Ta collection de Weston, franchement, est-ce que tu l'as encore jusqu'à présent? Bon, normalement, je l'ai, mais je n'étais pas le seul. Dans ce temps-là, tout le monde s'habillait en chaussures Weston. Donc si tu achètes un, il faut que tu achètes deux, il faut que tu achètes trois, il faut que tu achètes quatre. Avoir toute la collection. Avoir toute la collection. Moi, il me trouve qu'aujourd'hui, j'en ai encore. Il n'y avait pas que la salle. Il y avait quoi d'autre alors? Il y avait autre chose qui représentait une certaine morale, une éthique sociale. Quoi par exemple? L'art déjà de recevoir ceux qui venaient sans connaître des gens en France. C'était une façon de retrouver, d'avoir une certaine... Et il y avait surtout ce qu'on appelle la solidarité. Même si les gens avaient l'impression qu'elle n'existait pas, elle y était. Wasijingele tano imeni pepe muka Matimuna mayokele wani yauri la pele Mama wani shekela yandi wa ikajibuna
nayaulila kwa nani yanipenchana meno nimoni kwa natipasi lana manoza bila musamu. Nous sommes donc les rescapés de la Mecque. Quand nous sommes arrivés en France, on ne savait pas où aller, donc on avait donc, notre maison, la Mecque qui veut dire maison des étudiants congolais. Comme les étudiants se sont déplacés, bon, ils ont laissé la maison aux aventuriers comme nous. On est arrivé et on a reçu la côte congolaise. Bon, voilà, on était bien, on vivait très très bien. On a pu vendre tout ce qu'il fallait être vendu. Il fallait se débrouiller à ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de noirs. Même pour manger un peu du pays, c'était tellement dur. Mais actuellement, on s'est fait des familles. Nous sommes partis de la Mecque, tout à chacun à sa piole. Voilà la France. Pour vivre en France, il faudrait être un grand garçon et avoir des rêves solides. Richard, oui. Mais comment se fait-il que quand même, moi je te connais étant un grand sapeur, quand on parle de la sape depuis la Mecque justement, c'est vous qui étiez là en train de faire bouger tout ce genre de mouvement. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui tu n'es plus sapeur, je trouve que tu es devenu rasta? Déjà vous me traitez de grand sapeur, non, on a des générations qui ont été là, mais bon, sapeur on l'a été certes. Vous savez, voyager c'est très bien. Quand on a compris certains trucs dans la vie et qu'on se dit je veux être émancipé, mais l'émancipation c'est pas la veste en coton et la paire de chaussures de Weston et sa bouteille de whisky. Tout mouvement amène une expression bien sûr, surtout quand c'est une expression collective. La sape pour moi c'est plutôt un code. Vous débarquez dans un pays de bourges, vous n'avez pas vraiment les moyens de vous exprimer et vous utilisez le linge pour vous faire remarquer déjà, pour qu'on fasse attention à vous. Certes, c'est des jeunes qui travaillaient et qui se retrouvaient tous les week-ends comme toutes les communautés. Dans le temps, il y avait un café, le café Béranger, et le garde-fou du carrefour qui est là, qu'on appelait général communément les chaînes. Et tout le monde était là. En l'occurrence, c'était en été. Et nous aussi, on faisait aussi partie de cela. Il y a eu des Nonando, tout le monde. Bon, il y a certains qui se trouvent au pays aussi. C'est difficile de pénétrer dans un milieu de bourges. Quand vous n'êtes pas né, il faut avoir des astuces. Et l'astuce du Congolais en ce temps-là, c'était bien s'habiller. oyembelinga nzembo ngai petite ya mputu nayebaki te nakoka nakobima lobi natuta mozele motema na yo ebeta lisusu nakipa wa bingo nakotala maso motindo nga na mesana ha nakobanga kaka banguna ko batondi tikanga na sekana na ino mwana mobali mabe kozwa nga na yo lobi tokolela ngai ko mwana mwasi ya moke 17 ans bolingo eloko nini nanuko nayebi te motema na yo ya botondi ekolimbisa sata yeyeye sata sala. Bon, j'ai connu les chaussures John Love à partir de la Mecque. J'ai connu des costumes de grande valeur, tout ça là, à partir de la Mecque. Donc j'ai beaucoup de souvenirs que je ne peux même pas tout dire quoi. J'ai tenté l'aventure avec ma débat major.
Mais le petit frère a Gondé, ça n'a pas marché. Par bateau, deuxième fois, ça n'a pas marché, troisième fois. Et j'ai atterri à Roissy. À cette époque, il n'y avait pas de femmes en France. La Mecque, là-bas, quand on était à la Mecque, il n'y avait pas de femmes. Mais comment se fait-il que vous vous êtes retrouvés là au moment où il n'y avait pas de femmes? C'est parce que moi, je suis marié avec un homme, Gisco Barreto. L'homme qui a c'est le totus des hommes là. C'est mon mari Gisco Barreto. Comme les jeunes qui portent maintenant par le bas là. Mon mari totus, un tailleur Gisco Barreto. Yabamana, oui. J'étais marié avec Yabamana Gisco Barreto. La création des sciences de la SAP. Alors les sciences de la SAP, pour les savoir, il faut être un sapologue par moment. C'est-à-dire là, je suis bien habillé, je suis en couleur, c'est l'harmonie, c'est tout. Donc quand on parle de la Mecque, je suis présent, regarde, les chaussettes sont ainsi, donc tout est bien. Mais pourquoi réellement la majorité, Alain Michel, des Congolais, quand on leur parle de la Mecque, ils se souviennent toujours du beau temps? Le beau temps que vous avez passé là-bas, réellement, c'était quoi? On est dans le boîte de nuit, pouvoir raccrocher une super nana. Et en plus dans le temps, nos parents ne nous embêtaient pas. Il n'y avait pas la guerre. Donc les parents, comme ils étaient assez à l'aise, donc ils réclamaient absolument rien. Donc peut-être le fait qu'ils nous réclamaient peut-être des habits pour être à la mode aussi. C'était ton direct ça. Voilà, ouais. Ouais. Les Congolais et pas mal de communautés camerounaises. On faisait des défilés de mode. Bon, c'est pas moi je n'ai jamais fait ça, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai applaudi. Rigley, oui. L'homme qui a mangé avec les cafards, il est là. Et là, il vous écoute. Dis-moi, mais pourquoi la Mecque a été fermée? La Mecque a été fermée parce qu'on doit reconnaître nos torts aujourd'hui et nos raisons aujourd'hui. Parce que il y avait l'abus. Des Aïrois et des Congolais, il y avait vraiment l'abus qu'on appelait l'abus. L'abus par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle l'abus? Par rapport à l'adaptation, à l'intégration, à l'éducation. En fin de compte, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle est devenue en fait. Oui, effectivement, on se demande effectivement. Jusqu'à présent, nous sommes en France, ici, il y a beaucoup de communautés, c'est-à-dire qu'il y a des Sénégalais, les Aïrois, les Camerounais, les Maliens, ils ont tous des foyers apparemment, ou sinon un lieu où ils se trouvent, où ils se rencontrent plutôt. Alors, nous, jusqu'à présent, on se demande pourquoi on a vendu la Mecque, effectivement. S'il y a une autorité qui est capable de nous répondre, qui nous dise exactement pourquoi on a vendu la Mecque, pour quelles raisons on a vendu la Mecque. Au départ, c'était bien, mais après, il y a eu une dégradation parce que bon... Dégradation par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu appelles une dégradation? Une dégradation par rapport à quelques jeunes qui étaient venus à la Mecque, qui ne voulaient plus s'identifier au niveau de la SAP, mais bon, qui essayaient un peu de faire n'importe quoi, dans le sens... agresser les autres. En l'occurrence, on a eu les enfants qui travaillaient au niveau du beach à Ouazaville qui sont venus. Bon, eux, ils ont mené une autre identité par rapport à celle-là. Donc, c'est bien que ça a essayé de ternir l'image, en fait, de la Mecque. Ouais, à un certain moment, ils se sont comportés comme les hors-la-loi. Toute cette mascarade de Brazzaville qui ont foutu le bordel dans ce coin-là. On avait débordé quand même. C'était bien qu'on ferme quand même. Et ici, on n'avait pas fermé la Mecque, nous, on ne pouvait pas prendre des aides. Et donc finalement, si je comprends bien, la fermeture de la Mecque a poussé les uns et les autres, pour ceux qui sont restés à Paris, d'aller en province, d'aller un peu, de s'épanouir un peu, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que la fermeture de la Mecque a éduqué les gens. En bien, pas en mal. Il y a quand même eu un problème d'intégration. Mais est-ce que c'est pour cela que ce monument a été vendu? On commençait à vendre tout ce qu'on pouvait ramener de la Mecque. Et puis voilà, il y a eu... On commençait à voir déjà plein de trucs là-bas. Pourquoi réellement, vers la fin justement, et que la Mecque était devenue quand même un Congo qui était devenu un peu insupportable, pourquoi quand même les Congolais entre eux n'ont pas réussi quand même à mettre de l'ordre? Bon, moi aujourd'hui, je ne vais pas prendre, par exemple, enfin,
Là, peut-être. Mais pendant ce temps-là, je ne pourrais pas prendre le risque d'aller me faire agresser par un compatriote congolais. Pourquoi? Parce qu'il a fait ceci à la Mecque. Non. Et de lors, donc à partir de là, maintenant, il y avait de la drogue, il y avait ceci, il y avait cela, et il y a la mort d'un tel. Bon, c'est à partir de là maintenant que la Mecque a été, comment dirais-je, abandonnée. Abandonnée. Donc, maintenant, bon, moi par exemple, mon appartement que j'habitais, la chambre que j'habitais, j'ai donné ça à un ami. J'ai laissé à un compatriote congolais qui n'était pas étudiant. Parce que le gars ne savait pas où partir. Je ne pouvais pas le prendre avec moi parce que j'avais des enfants là-bas, donc je ne pouvais pas le prendre. Donc avant la fermeture, réellement, tu avais déjà quitté la Mecque et tu étais parti vivre ailleurs, quoi. Oui, dans le 20e, oui. Il y a eu même tuteur qui est mort là-bas devant la Mecque. Donc c'était plus... ça devenait invivable. Est-ce qu'on n'a pas vendu la Mecque par rapport à l'état de lieu qui était devenu un peu insupportable, où il s'est passé de n'importe quoi? L'état de lieu, effectivement, nous sommes dans un pays développé. Moi, je crois qu'il y a des autorités, il y a des gens qui sont là pour ça, la sécurité et tout. Donc, ce qui fait que si vraiment il se passait des choses malsaines dans l'immeuble au 20 rue Béranger, à ce moment-là, il y avait la police... ou soit de la ville, ou soit du quartier qui devrait agir pour pouvoir trouver des solutions. Mais vendre la Mecque pour ces raisons-là, je trouve que c'est aberrant. Et les gens disent qu'ils l'ont vendu, les autres disent que non, c'est Otombongo qui a pris la Mecque. Donc je crois que... Donc finalement, si je comprends bien, la Mecque n'a pas été fermée, ça a été juste remis aux mains de M. Otombongo alors? Oui, la Mecque n'a pas été fermée, ça a été directement quand la police est venue, nous faire sortir par exemple, on a été expulsés tous, la maison est restée disponible. Et c'est à partir de là que le Congo a pris l'appartement qu'il a donné à M. Otombongo. Bon, en disant qu'on l'a vendu, mais c'est pas vrai. C'est très complexe. Très complexe parce que c'est un mélange de problèmes sociaux, politiques. Donc à partir de ce moment, décortiquer ce problème serait très, très long, mais plus ou moins facile à expliquer parce que ça commençait un peu à gêner. Vis-à-vis... Surtout au niveau des hommes représentants du Congo en France. Les raisons qu'ils avaient eux et qui n'étaient pas valables pour les autres. Parce que la Mecque c'était quand même la maison des étudiants congolais en France. Gati wazabazu kazakakazu lungumpe wabanangangu amini bapimbayo amini bapimbayo tungulia lutero kanamongi kazu baromele bongi-moi pression Dans le temps, parce que quand je suis arrivé à la Mecque, il y a eu beaucoup des intellectuels. Je peux prendre Maître Milandou ou le procureur Nzoala. Ils étaient là, ils avaient des bouquins. Je croyais que quand je suis rentré dans la chambre de Nzoala, je croyais que c'était le jardin des bouquins d'abord, au fond. Il ne faisait que lire. Il faisait que lire. Et, dans l'ambiance de Stade de France, quoi. Il y avait du bruit, beaucoup de bruit, mais Nzoala, il se concentrait de lire, Maître Milandou aussi. Et de là, ça avait donné aussi des fruits parce que Nzoala est passé pour l'un de la République au Congo. Donc si je comprends bien, Nzoala, c'était parmi les derniers étudiants congolais, disons, qui étaient restés à la Mecque alors? Oh, oui, Nzoala, c'était, il
faut pas dire les derniers Congolais, parce que c'est comme si le pays a non, été enfin, gommé. les derniers Congolais, les derniers étudiants, c'est-à-dire parce que avoir les derniers intellectuels congolais, que l'État congolais avait envoyé en France. Oui, Nzouala, oui, il a montré des preuves dans l'ambiance des incorrigibles insupportables. Depuis la Mecque jusqu'à aujourd'hui, la majorité des copains que tu connaissais à cette époque, est-ce que tu les vois toujours ou bien ils ont complètement disparu de la circulation? De temps en temps, je vois quelques-uns, comme Yann Nono, comme Piako, comme Massanga. Je vois beaucoup Jean Romain, je le vois. D'autres qui sont morts, comme Nyarkos, comme Azuka. Bon, là, ils sont disparus, on ne le voit plus. Mais ils sont restés que par... ils sont restés au fond de notre mémoire. Voilà, notre mémoire, quoi. Donc, à partir du moment que les autres sont là, à chaque fois on se voit, on arrive à bien parler, on arrive à bien discuter, et puis ça nous ramène dans l'ambiance qui était dans le temps, quoi. Yoka mobali na yo akubelela yo nakata tour Eiffel bisengo okilo ningisa bana mboka sheringa na yo toswana te bongo ekomanga kolisa bonge sheri na yo fina Bruxelles ozali se kolelanga nga na Paris na boma se kobono okondo oyo mpasi mama misenge salaki ba misenge o misenge na banguna misenge o misenge na boinanga misenge o misenge salaki ba misenge o misenge na banguna misenge o misenge na boinanga misenge misenge ngana yisoka mame misenge ngana yemumwe mame moto etamboli makila ya nzoto pasie makasi ya nzoto esili mama wapi bana wapi ndakwe opasani monoko ya ndakwe. Bien sûr, nous on a grandi à la Mecque dans les années 82-83, mais là c'était la belle époque qu'on avait connue. Ça me pense à beaucoup de souvenirs, surtout des amis qu'on a grandi ensemble, qui sont aujourd'hui qu'on arrive à retrouver dans le milieu. Par rapport à la vie actuelle, il y a une grande différence. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi Yakopa, moi je provoque personne. Le vin rouge a arrosé mes yeux, je n'attends que la mort. Le vin de balle m'a rougé mes lèvres, je n'attends que la bagarre. Longwile, je bois. Cham cham, je bois. Chukutu, je bois. Oganda. Au début, je voulais retourner à Brazzaville. Hein. Je disais que je regarde que la télé, ça c'est pas une vie. La France, c'est pas bon. Mais quand j'ai commencé à travailler, je me suis intéressé, j'ai dit la France, c'est un bon pays. Souci na motema, chéri na ngai na mopepe. Ekosila mokolo mama, oyo tokutani. Souci na motema, chéri na ngai na mopepe. Ekosila mokolo mama, soki ozongi.
Ça va, jeune homme? Ouais, ça va, ouais, on est au 4 marchés, Congo, Mongali, voilà. On essaie de faire le mieux possible, tant que faire se peut, on essaie d'être rationnel et compétitif. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es ici? Ouh là là, la boutique existe depuis 7 ans, 8 ans. Ça c'est la Chikwang, et ça c'est les Nchafou. Akama ubuka buto kwa? Vous votez quoi, toi, Château rouge, quoi? Ah, c'est ça, la maman. Ah, Charlie, m'passe quoi, tata, m'passe quoi? Fieti, bobo, quoi, bewa, ma, makaba. Luzolo Lanzambi, quoi? Mais tant que... Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes planté ici au Château Rouge? Depuis mai 93. Depuis 93? Oui. Et vous n'avez pas eu de difficultés au début pour s'installer ici, non? Mais comme on avait des moyens en Afrique, on avait préféré venir s'installer en France. Et est-ce que réellement il y a une différence entre, par exemple, faire des business ici et faire des business en Afrique? Oh, il y a beaucoup de différences. Là-bas, la main-d'œuvre coûte moins cher. Et ici, on croyait faire fortune ici à Paris, mais c'est le contraire. Vraiment, ici, ce qui tue ici, ce sont les charges. Les charges, wow. On ne vous donne pas cadeau. Vraiment, si on avait su, pendant 3 ans, nous sommes en pleine guerre au Congo, eh bien, on nous fait payer les charges. Mais dites-moi, au fait, les charges, même s'il y a des charges quand même, tant que ça tourne, vous arrivez quand même à s'en sortir? Non, comme nous, on vend que des produits exotiques et que le produit que nous vendons venait du Congo, mais après 97 et jusqu'à présent, le produit ne vient pas, mais nous sommes à plat. Et en dehors du Congo, réellement, il n'y a pas d'autres pays qui essaient de vous ravitailler? En dehors du Congo, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Mais comme il n'y a pas le produit parallèle au Congolais, vraiment, il y a beaucoup de difficultés, sauf les maniocs. Est-ce que réellement les Africains aiment bien manger quand même les produits qui reviennent de l'Afrique? Vraiment, on est très contents. On ne savait pas que le Congolais, enfin les Africains pouvaient vraiment se comporter comme ça. Ils mangent bien leurs produits sans complexe. On a d'abord connu le crack et les sapeurs après, ou bien les sapeurs avant et les crack après? Les sapeurs, qu'on le veut ou pas, on n'est pas des pompiers, donc c'était les crack avant. Pipa ya mukaka Toi monsieur Loubou Survole mon oreille Toute la nuit Attention à toi Et monsieur Loubou Toute la nuit Toi madame la Nofel Attention à toi Ikange munini batata bakule Oba uba benchi tingeze bichina Buchindi ngebwe nakwe. Et maintenant, avec le recul à peu près, quel conseil aimeriez-vous vous donner aux nouveaux débarqués, comme on a l'habitude de les appeler chez les Congolais? Ah là, vraiment, je trouve que c'est important cette question. Nous, dans notre époque, il y avait beaucoup de facilités. Facilité de trouver l'argent, facilité de travailler, facilité de trouver une piole. Mais actuellement, il n'y a plus cette facilité-là. Donc ce que je conseille aux jeunes, s'ils ont la possibilité de travailler,
qui cherchent à aller travailler. Parce que pour le moment, c'est le travail qui donne la valeur à une personne habitant ici en France. Sans travail, il n'est rien. Sans travail, tu n'es rien. Non, mais il y a des gens qui ont connu la guerre, qui sont arrivés ici, c'est des gens qui sont traumatisés. Nous aussi qui vivons ici, nous on n'a pas connu la guerre, on est aussi traumatisés de loin ou de près. Mais le problème, il y a un problème d'adaptation. Et les jeunes ne veulent plus exposer leur éducation maternelle, paternelle. S'il reconnaît que le milieu dans lequel il se retrouve est un milieu soit délinquant et qu'il faut qu'il l'évite, ben il l'évite. Voilà. C'est le seul moyen d'éviter les mauvaises choses. S'il veut venir en France, qu'il vienne. Je ne peux pas dire qu'il vienne. Ils viennent voir les réalités du pays. Moi, je ne peux pas dire non, vous ne venez pas. C'est pas bon. Je ne regrette pas avoir habité à la Mecque. Je pense que ça m'a tellement formé. J'ai connu tout ce que je ne pouvais pas connaître comme ça, en étant Brazzavillois. Bon, avec le recul, il fallait que ces jeunes arrivent tôt. Maintenant, c'est tellement difficile. Et voilà. Il faudrait qu'ils fassent très attention. Parce que nous, on a échoué dans le sens que quand on est arrivé en France, aussitôt, c'était le problème du travail. Mais pour le jeune qui arrive maintenant, il faudrait qu'il fasse attention. D'abord, le problème des métiers, il faut apprendre quand même un petit métier pour qu'un jour, parce que nous sommes des Congolais, notre pays c'est le Congo-Brazzaville. Ici, on est en aventure. Un jour, on va toujours retourner à Brazza. Donc, c'est tout ce que je peux dire aux jeunes Congolais qui arrivent en ce moment en France. Kimbembe, l'enfant de l'homme. Oui. Franchement, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. C'est une longue histoire. Une histoire des oiseaux qui se sont chamaillés avec l'arbre. Mais où vont-ils s'opposer? Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabunu china yo mbongeye. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabunu china yo mbongeye.